Autour de la table, Jérôme Mathis, salut Jérôme, prof d'éco à Dauphine, Léonidas Kalogiropoulos, salut Léonidas. Stéphane. Oui. J'ai toujours faits et arguments, mais c'est pas ça. Médiation et arguments. Médiation et arguments. Entrepreneur pour la République. Et entrepreneur pour la République et vice-président du mouvement patronal éthique. Et Julie de la Sablière, salut Julie. Entrepreneur, Little Wing. Je te l'ai peut-être déjà demandé, mais c'est un lien avec la chanson. De Jimi Hendrix. Voilà. Absolument. Je te l'avais déjà demandé. Morceau de guitare. Ouais. Si. La vieillesse est un naufrage. Hein? Magnifique morceau de guitare. Absolument. Là, Si. et qu'est-ce qui est mieux, l'original ou la reprise par Prince? Ah bah il y a beaucoup de reprises qui sont très très bien. Mais celle de Prince. C'est là où on construit un standard, c'est-à-dire qu'il y a des reprises formidables. Et celle que tu préfères? Steve Ray Vaughan. Ah oui, jazz. C'est un peu de jazz, non? Je connais pas. Joker. Léonidas. Joker. Qui est Jimi Hendrix? Jimmy quoi? Il aurait eu 80 ans dimanche. Jimi Hendrix? Absolument. Seulement. Oui, enfin bon, il vaut mieux qu'il les ait pas eu, je crois. Une plaisanterie. Hein? Quoi, 4 disques qu'il fait Jimi Hendrix, c'est ça, hein, je crois. Je sais pas. Je crois que c'est ça, très rare, très peu. Très, Mort très, très jeune. Cravate qui manquait à Jimmy. Léonidas, tu sais quoi, à la une du Wall Street Journal la semaine dernière, mais j'aurais dû Ouais. préparer ça pour qu'on en parle Ça aurait ensemble. dû être un sujet. Le retour de la cravate, le Wall Bien Street. sûr. Donc c'est après donc le Wall Street a milité, puis pas mal de patrons américains. D'ailleurs, c'est un des trucs aussi de Twitter pour la fin du télétravail. Juste un petit rappel, c'est Mathieu Courtecuisse qui nous racontait ça, il revenait des États-Unis. En fait, les gars dans la tech se sont rendus compte qu'avec le télétravail, certains de leurs salariés enchaînaient De job. 6 Ah oui. Bah, salaires. Donc là, c'est pas possible, il faut arrêter. C'est dingue. Dingue, Ouais. truc de dingue. Et donc, le retour de la cravate, et donc le Wall Street, éditorial à la une, un homme sans cravate n'est pas fini. Et ils ont mis en photo d'illustration, j'avoue, un G7, alors il y a encore Boris Johnson, tu les vois, les 7 là, ils sont là, 7 hommes, col ouvert, le costard noir, la chemise blanche, et tu avais l'impression du comité de salut public qui partait à l'échafaud. Tu vois, Très bien l'échafaud. exactement ça, quoi. Tu sentais que les mecs, ils Non, savaient mais plus je quoi pense faire. que c'est un élément qui n'est pas neutre. D'abord, le fait de travailler en télétravail, j'allais presque dire un peu débraillé. Et non pas qu'on est forcément débraillé quand on est en télétravail, mais quand on vient au travail, on se met en tenue, on se met, c'est un élément, on se met en situation de travail. Situation de sociabilité. D'ailleurs, les pressings ont très mal vécu la période, voilà, parce qu'ils ont dit, mais les gens ne viennent plus, il ne faut plus attention. Mais toujours, je crois. Ça reprit. Mais je pense que c'est pas neutre. Et d'ailleurs, la mode, c'est un éternel recommencement. Exactement. Donc on dit c'est terminé, les costumes croisés, c'est terminé, les costumes de boutons, c'est fini, c'est 3 boutons. Non, tout revient. Et ça revient avec des sens différents. Mais je pense qu'on redécouvre quel est le rôle un peu d'une forme de tenue et de se tenir. Et se tenir vestimentairement, c'est aussi se tenir dans ce vocabulaire. Je trouve que les débordements que l'on a dans les enceintes parlementaires, des propos, vont aussi, avec une certaine manière, de venir n'importe comment. Et le n'importe comment vestimentaire finit par entraîner un n'importe comment sémantique. C'est pas neutre. C'est intéressant. Ouais, tout à fait. Donc, Jérôme, tu souscris? Je plaide coupable pour la cravate, bien entendu, mais c'est vrai, pour le dérapage sémantique, il y a un côté volonté de se montrer très proche du peuple, à un point où on se fait même plus respecter. On voit un petit peu comment le statut de député a perdu un peu de valeur. Je suis pas d'accord du tout, mais bon. Ouais, non, mais vas-y. Quand un député se comporte comme un type au PMU, au bar du coin, ensuite on le respecte moins, ça c'est normal. Julie, un avis là-dessus? L'habit fait le moine, je sais pas. Moi, la cravate, effectivement, je pense que. Enfin, je peux pas juger. Hein. C'est pas mon. Mais, si, il faut. Non, mais je pense que. Il faut être dans le jugement, c'est bien. Non, mais la cravate reviendra sûrement peut-être comme un effet de mode, mais. Pas autour de mon cou, en tout cas. J'ai l'impression qu'on. Ah non, moi j'y reviendrai pas. J'ai pas l'impression Toi, tu te dis que qu'on ton y cerveau reviendra. a besoin d'oxygène, donc pourquoi pas porter une cravate? Mais je voudrais non pas plaider. On va pas faire une heure là-dessus non plus. Non, mais je ne Léonidas. voudrais pas plaider pour la cravate comme si le fait de ne pas avoir de cravate était quelque part un relâchement moral. Non, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'on est arrivé à ce qu'on ait banni la cravate. C'était devenu un signe totalement has-been, un signe presque Boomer. d'obsolescence. Boomer. D'obsolescence.
Je pense que ça fait partie des éléments qui, tenue vestimentaire d'un homme, d'une femme, sont une certaine manière de montrer une forme de solennité. Je trouve que cette forme de solennité n'est pas à proscrire. Ok. Et pareil pour l'ambiance à l'Assemblée. Moi, je pense que c'est le meilleur service. Au-delà de la cravate, je pense que c'est le meilleur service qu'on pouvait rendre à ce pays que que d'amener au sein de l'Assemblée les influenceurs YouTube. Pourquoi pas? Mais en tout cas, l'ensemble des fractures, des tensions, de la colère qui s'expriment partout dans le pays. Représentativité. Ouais. Donc, oui, ok. Ouais. Tu vois, le gars qui se lève, qui défend son point de vue, qui dit « toi, tu vas la fermer », etc. Je comprends que ça puisse choquer. Je sais pas. Ouais. Enfin, pardon Stéphane, mais je pense effectivement que la représentativité, c'est aussi représenter ce qui se passe dans le pays, mais arriver à montrer que l'on peut rendre compte dans l'enceinte parlementaire des tensions qu'il y a dans la société sans ce type de débordement, c'est aussi montrer au reste du pays qu'il y a moyen d'être dans le même pays, dans la même nation, avec des contradictions, et se respecter mutuellement. Quand la représentation elle-même n'arrive plus à rendre compte du respect mutuel, je pense que l'on est à un moment de danger collectif. Je suis assez d'accord avec ça. D'accord. Il y a un certain nombre de Je suis seul là. J'y souscris également. tout seul sur ce combat-là. Bon, Léonidas, tiens, mais alors lobbying. Oui. Lobbying et influence. Il y a 3 sujets dans ce sujet. On va essayer de concentrer ça, de faire court. Il y a le sujet factuel, McKinsey. Est-ce que les gars ont bossé gratuitement ou pas gratuitement pour la campagne, pour les campagnes d'ailleurs, les deux, de Macron? Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Moi, j'ai un avis extrêmement précis sur ce sujet. C'est que j'aimerais bien que quelqu'un me retrouve le début du commencement d'une expertise dans la campagne de Macron qui pourrait être fondée sur un travail de McKinsey, que des gens aient pu contribuer à une réflexion venant de toute origine, de toute profession, et qu'il y ait eu du brainstorming, oui. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose que l'on aurait pu retrouver dans un rapport rémunéré de McKinsey, dans la campagne de Macron, qui ait pu, d'une manière ou d'une autre, faire la différence dans ce qui a amené les citoyens à voter pour lui? Je pense qu'il n'y a strictement rien, qu'il y ait eu des gens qui travaillent chez McKinsey, qui aient contribué à la campagne de Macron en réfléchissant, en brainstormant, oui, mais on ne demande pas, si on payait à ce prix-là les gens de McKinsey pour brainstormer, ça serait véritablement un scandale d'État. Ils ont brainstormé, comme plein de gens ont brainstormé. Il faut arrêter avec cette manière de vouloir absolument mettre des chiffres et des... À ce prix-là, donc c'est en gros les 18 millions d'euros de commandes. Le truc, c'est il y a en 2020 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, 18 millions d'euros de commandes pour McKinsey sur un chiffre d'affaires en France de 329 millions d'euros, qui est, tu me disais Julie, ridicule pour McKinsey au regard de ce que représente McKinsey dans le monde. De toute façon, on parle de moins de 5% de leur chiffre d'affaires, donc ça reste petit. Par ailleurs, ces missions-là ont été commanditées dans le cadre d'appels d'offres publics. Donc après, ce qui s'est passé pendant la campagne, est-ce que McKinsey en tant qu'institution contribue au financement? C'est impossible. Produire des rapports, je suis assez d'accord avec Léonidas sur le fait que, ok, mais on ne peut pas les sourcer. Donc des gens de la société civile s'intéressent à un moment à des campagnes, fassent des notes blanches, etc. Oui, en plus, cette campagne de 2017, dans, on va dire, une certaine élite, elle avait suscité pas mal d'enthousiasme. Et donc d'engouement. Tout à fait. Difficile de démontrer. Et effectivement, là, on remet encore une fois une pièce dans la machine. Bruno Le Maire réagit et relance effectivement ce week-end. Alors, c'est le deuxième point. C'est est-ce qu'il y en a trop? Parce qu'en gros, ce que dit Bruno Le Maire, il ne dit pas financement illégal de campagne, ça, le parquet national financier dira ou dira pas. Mais il dit oui, on en a trop fait. Il y a eu de l'abus et ça a été corrigé. Et Olivier Véran, ce matin, contre-attaquait. Donc on a une petite déclaration de Macron vendredi qui disait qu'en gros, l'enquête du PNF ne le concernait pas. Et on sent qu'il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas d'élément de langage du côté du gouvernement. Et je trouve que depuis le début, de toute façon, de cette crise et du sujet du cabinet de conseil, c'est surtout le gouvernement qui peine à justifier, expliquer sa position. Moi, je ne suis pas choquée sur le principe du fait qu'on ait recouru à des cabinets de conseil, a fortiori pendant la crise du Covid, où globalement, des compétences de logistique vaccinale, des compétences de... On comprend que l'État avait des besoins un peu spécifiques, qui ne justifient pas forcément d'internaliser toutes ces compétences, et de les solliciter à un moment où il y avait en plus moins de boulot, et donc des capacités pour mettre à disposition des gens des cerveaux, et très bien. Ça, je trouve que c'est pas tellement contestable. Après, c'est vrai que je trouve que l'État, pour le coup,
se défend pas très bien sur le sujet. Et Bruno Le Maire dit une chose dimanche, Olivier Véran en dit une différente ce matin. J'ai raté, j'écoutais RTL moi. En fait, les commandes qui avaient été passées dans son ministère sur la santé, en les justifiant et en expliquant que tout ça a été, encore une fois, dans le cadre d'appels d'offres, dans des procédures, et qu'il n'a pas le sentiment qu'il y ait eu un euro d'argent public dépensé inutilement dans cette crise. Donc, bon, en tout cas, ils ne sont pas alignés. Non, mais c'est super intéressant. Et effectivement, tu as prononcé le terme internalisé. C'est la question des chasse-neige sur la N118. C'est pas parce qu'il va y avoir 2 jours de neige que tu dois t'équiper comme si l'hiver... Effectivement, il a quand même concédé le fait qu'on avait trop réduit les compétences de l'État sur un certain nombre de sujets et qu'on avait trop réduit le nombre de fonctionnaires. Voilà. Donc... Bon, je pense que maintenant... C'est ça, en fait, le problème. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se défendre? C'est qu'il faudrait qu'ils disent que notre fonction publique pléthorique est sur beaucoup de sujets complètement à la ramasse. Qu'elle n'a pas été modernisée, qu'elle n'a pas été formée et qu'elle n'est plus du tout à la page. Il me semble quand même que sur la question de la réforme de l'État, il y a un vrai problème. C'est très difficile de demander à des fonctionnaires de plancher sur leur auto-réforme. D'arbitrer entre les ministères, etc. Et de se regarder eux-mêmes et de dire là, moi, tel que je suis, je vois bien qu'il faut qu'on me coupe. Comme une entreprise, Léonidas. C'est comme l'affaire Nokia, quoi. Ou Kodak. Tu n'arrives pas à t'auto-disrupter. Non. Et donc, c'est pour ça que l'on demande à des cabinets d'intervenir. Sauf que là où j'entends aussi la remarque de Bruno Le Maire, c'est qu'à un moment donné, la question qui est posée est davantage une question sur des arbitrages vraiment politiques. Quel type d'État voulons-nous ? Comment organise-t-on les pouvoirs et les contre-pouvoirs? Est-ce qu'on n'a pas tellement organisé des pouvoirs et des contre-pouvoirs que tous se neutralisent entre eux? Des choses absolument étonnantes, notamment dans le domaine de la santé, où les ARS sont hors hiérarchie. Il y avait ce témoignage extraordinaire à Matignon sur un sujet de santé, où il nous disait, mais vous savez, moi j'appelle les ARS, ils me raccrochent au nez en disant, vous n'avez pas à nous donner des ordres, on fait ce qu'on veut. ARS, autorité régionale de santé? Ces autorités régionales de santé, ce sont autant d'autorités administratives indépendantes. Elles ne dépendent d'aucune tutelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait pour casser les cheminements suspects où on craignait que les laboratoires donnent des instructions et arrivent à jouer des influences. Donc on a organisé des pouvoirs et des contre-pouvoirs d'absolument partout, et cette machinerie est devenue une machinerie à ne pas faire. Et donc qu'à un moment donné, on demande un regard extérieur de se pencher sur la situation, d'abord je le comprends, mais que Bruno Le Maire puisse dire ensuite, avec un second regard, ce n'est pas finalement un McKinsey qui va nous donner l'expertise, c'est un vrai sujet politique. Et il faut qu'on s'interroge nous-mêmes sur le type d'État que nous voulons et comment nous l'organisons. Il ne dit pas aussi intelligemment que ça, si je peux te Non. Non, mais pas du tout. Parce que, ils n'arrivent pas à reconnaître le contexte. Et l'autre élément de Véran ce matin qui était intéressant, c'est qu'il dit en fait on était super à la bourre par rapport aux Allemands sur le déploiement du vaccin. Eux l'avaient fait mieux que nous. On a pris des boîtes de conseils qu'ils l'avaient fait en Allemagne. Donc on va chercher quand même aussi. Il y avait aussi ce sujet-là, notamment de Covid, c'est-à-dire des boîtes qui l'ont fait. Jérôme, j'ai le sentiment que le gouvernement a quand même, malgré tout ce que vous dites, et que je souscris partiellement quand même. J'ai l'impression que le gouvernement a commis 2 fautes. D'abord, c'est sur les volumes. 1 milliard d'euros d'argent public dépensé en 2021 pour les cabinets de conseil. C'est inaudible pour nos concitoyens qui voient parfois la fermeture de services publics sur le territoire. Des guichets de la Poste qui ferment, des urgences, des services d'urgence qui ferment de nuit, faute de moyens. Par ailleurs, 1 milliard d'argent public pour les cabinets de conseil. Ensuite, ça donne le sentiment de 2 poids, 2 mesures. Non, Jérôme, c'est pas possible. C'est pas possible, on discute là, je peux pas. Je peux pas te laisser dire 1 milliard pour les cabinets de conseil comme si tu leur faisais un chèque en blanc. Mais enfin, bon Dieu, souviens-toi de l'opération de vaccination. Moi, je m'en souviens presque avec émotion, tellement j'étais fier de mon pays à ce moment-là. Tout à fait. Bon, c'est pas 1 milliard qui est parti dans le sable. Je vais revenir là-dessus. Non, c'est pas 1 milliard parti. Il y a parfois... Je ne sais pas, le rapport qu'a commandé le ministère de l'Éducation nationale sur l'avenir des enseignants, à 3 500 € la journée de consultants sur 150 jours, un demi-million d'euros dépensés pour un rapport, tous les experts le disent, on dit on n'apprend rien, on n'apprend strictement rien. Et ça a coûté 500 000 €. C'est de l'argent par la fenêtre, cela. Ça donne le sentiment de poids de mesure. Loin du milliard quand même. Bien sûr. Bon. Mais non, tu vois, c'est des... Non, mais 3 500 € la journée. Alors oui, d'accord. Il y a peut-être 10 rapports comme ça. Okay. Il y a des instances au sein de l'État qui sont capables de relever les missions et même d'arbitrer. La Cour des comptes s'en est un.
D'accord ? Elle est capable de rendre des rapports. Et les gens sont déjà fonctionnalisés, donc ils sont déjà payés dans l'appareil d'État. Ça donne le sentiment de deux poids, deux mesures à certains concitoyens. Certains d'entre eux ne sont même pas, alors c'est peut-être par faute, je dirais, problème de connaissances, ne trouvent même pas la mission de conseil légitime de manière générale. Là, il y a peut-être un travail d'éducation à faire. Mais il y a une question d'influence croissante des cabinets privés sur les politiques publiques qui préoccupent un certain nombre de nos concitoyens. Et puis, il y a aussi toutes ces missions confiées, qui ont été réalisées pro bono gratuites. Vous savez ce qu'on dit, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc on pourrait se demander pourquoi certains cabinets de conseil acceptent d'effectuer des missions gratuites. Alors il y a l'aspect réputationnel, bien sûr, quand vous dites j'ai été missionné par l'Élysée, ça vous permet de faire son petit effet dans les cocktails en ville. Il y a l'offre promotionnelle qui permet de décrocher plus tard des contrats. Il y a le fait de d'abord, et là je viens sur la vaccination, d'abord vendre un service gratuit pour ensuite proposer un service gratuit pour ensuite le prolonger de manière payante. C'est ce qu'a fait Capgemini sur l'application Stop Covid que nous avions tous dans nos téléphones portables. Capgemini avait offert ses services gratuitement au ministère de la Santé. Et une fois qu'il était suffisamment bien positionné, il n'y a pas eu d'appel d'offres sur l'application. Elle a été payante. Capgemini a directement remporté le truc. Donc on est sorti des clous. Tu crois que Capgemini a gagné quoi que ce soit avec l'application Tous Anti-Covid ? Sérieusement alors, là-dessus, j'ai pas les chiffres, mais franchement, en tout cas, le service a été payant. Non, il n'est pas payant le service, enfin. L'État a payé pour cela, je te dis. L'État a payé pour l'application. Ouais. Ensuite, non mais attends, il y a le fait de former des experts qui travaillent sur une réforme gratuitement et ensuite vont vendre leurs services à toutes les entreprises qui tombent sous le coup de la réforme. Donc ça permet au cabinet de conseil, c'est pas gratuit, ça permet de se positionner. C'est peut-être une bonne affaire pour l'État, mais regardez, vous parlez de McKinsey, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source sur le financement. Mais vous savez que pour McKinsey a organisé le sommet Tech for Good, qui rassemblait les 80 grandes entreprises d'IT, gratuitement, il n'y a même pas eu de contrat. L'État n'a pas payé un euro, mais il n'y a même pas eu de contrat signé. C'est les journalistes qui savent que ça s'est passé comme ça. Si vous allez dans les archives, il n'y a rien d'écrit. Donc comment voulez-vous trouver des archives sur la campagne, la préparation de la campagne d'Emmanuel Macron ? Il peut y avoir un doute. Je vais être très... Non, mais Et puis, deuxième erreur, et je termine vraiment avec ça, en une phrase. Comment le gouvernement peut sélectionner une entreprise comme McKinsey qui élude l'impôt sur les sociétés et qui reporte tout dans le Delaware aux États-Unis ? C'est une faute morale. Le parquet financier nous dira s'il y a eu fraude fiscale. En attendant, il y a eu optimisation fiscale qui est, je dirais, immorale du point de vue de l'État. L'État ne peut pas être avec des entreprises qui reportent leurs impôts aux États-Unis. Ça, je suis sur le dernier point totalement d'accord. Oui, enfin, sans doute qu'ils ne le savaient pas à ce moment-là. Hein. Peut-être, mais en tous les cas, c'est désormais un sujet que l'on connaît et je pense que c'est un sujet réel. Je voudrais bien revenir sur l'exposé de Jérôme que je trouvais très intéressant parce que... Préparé, hein. Oui, il est bien et c'est très bien de charpenter ses positions. Une petite assise d'abord. Quand on est dans l'urgence... je suis désolé, moi je garde en main les 43 pages pondues par les administrations du protocole comment dirais-je, de retour au travail. Confiance légitime dans la vaccination. Tu te souviens que... J'ai pas eu le rapport, je connais pas. D'accord, il fallait aller d'abord voir son médecin. Ouais. Il disait, bon, voilà, il y avait 5 vaccins possibles et il fallait donner son consentement. Voilà, c'était le rapport sur le consentement légitime et le consentement éclairé. Voilà, le consentement éclairé. Donc voilà ce que l'administration avait fait. 43 pages. Où il fallait expliquer, on partait chez soi, on réfléchissait pendant 15 jours, et on revenait, j'ai bien pesé le pour et le contre, je veux du Moderna, ou je veux... Bon, ça, c'est ce que l'administration avait fait. De la même manière, on avait regroupé toutes les administrations qui étaient concernées de près ou de loin par les masques, pour savoir comment on faisait avec les masques. Et toutes les administrations sont venues avec des documents sur les normes que devaient respecter les masques. On leur a dit, mais on ne veut pas des normes, on veut des masques. Oui. Et qu'est-ce que l'on a fait ? On a demandé à la grande distribution de trouver des masques. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné... Léonidas, va au fait. Il y a un moment où, dans l'urgence, et devant n'importe quel problème d'intérêt général, il y a 2 manières d'y répondre. Ou bien la norme, ou bien la production. Et l'administration et l'État réfléchissent systématiquement avec de la norme.
Et c'est le rôle de la nation et des entreprises de réfléchir avec de la production. Quel est le truc concret qui répond aux besoins? Le masque qu'on met sur sa bouche, le vaccin, comment on le distribue, quel est le service, le tous anti-Covid, le truc concret qui donne la solution, et pas juste le normatif. L'État produit de la norme. On a besoin d'avoir dans le fonctionnement de la prise en charge de tous les besoins d'intérêt général, l'approche normative, elle a son rôle, et l'approche productive. Ça, c'est le monde des entreprises. Léonidas, ce que te dit Jérôme, là, il faut qu'on aille mais entre les deux, c'est très important. Non, mais ce que te dit Jérôme, c'est que McKinsey produit aussi, non pas de la production, mais du blabla inutile très très cher. Je le sais, probablement. Voilà. Mais quelque part entre les deux, là. On est au cœur d'une confrontation et il faut que l'on trouve la bonne manière. Mais dès que l'on est dans la suspicion maximale, on est sur les 800 pages du Code des marchés publics et on paralyse tout. Et dès que l'on est dans la confiance excessive, on est probablement dans des abus. Donc que l'on pointe les abus pour les corriger, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce qui se fait actuellement. On doit le faire. Non, c'est un... Mais si c'est pour le dire... parquet national financier fait une erreur en saisissant du dossier pour toi. Ah non, le parquet national financier... C'est ce que vous dites. Non, il y a deux choses. Y a-t-il financement ou pas illégal de la campagne de Macron? Ça, c'est un truc, parquet national financier. Et puis il y a tout ce que tu as dit là, où j'aimerais bien savoir, par exemple, il n'y a pas de contrat pour organiser un truc comme Tech for Good. C'est quoi ta source là-dessus, Jérôme? T'as vu ça dans le journal? Non, oui, dans le journal. Je l'ai vu dans le journal, oui. Alors méfie-toi de ce que tu dis dans le journal. Ça me paraît énorme. Enfin, je sais pas, Julie, t'en organises des sommets. Moi, j'organise des sommets. Ça me paraît invraisemblable qu'un truc pareil, il n'y ait pas un contrat quelque part. On vérifiera. Mais je pense que l'aboutissement, et d'ailleurs McKinsey doit faire une réponse d'ici la fin de l'année, puisqu'ils l'ont annoncé, c'est que ces cabinets vont arrêter de travailler pour l'État. Voilà. Et donc, je ne suis pas sûr, parce que la concurrence est rude. Et donc, mais il n'y a pas de tous les sujet. grands cabinets. Mais non, mais grands cabinets, surtout, je pense qu'il y a, faut dire qu'il y a aujourd'hui. Non, mais il y a aujourd'hui, je pense, pourquoi ils font du pro bono, pourquoi ils prennent certaines missions, parce que ils ont envie de contribuer aussi et qu'ils se disent que, ils sont installés en France, ils travaillent pour les grands champions français du pays, ils ont envie d'aider leur pays. Enfin, je pense que moi, je trouve qu'on voit un peu la suspicion partout. Après, ils n'ont pas besoin de ces contrats pour vivre. Exactement. Ils sont très dynamiques, ils font de la croissance, ils ne vont plus savoir qu'en faire. Franchement, ils vont arrêter de travailler pour l'État. C'est exactement ce que dit le Syntec. De réputation autour de ces sujets-là, ils arrêteront purement et simplement. Toutes les commandes pro bono ne sont pas sujettes à une critique. Ernst Young avait aidé le Louvre à réformer sa fiscalité et en échange, il y a eu l'accès gratuit pour ses collaborateurs au musée du Louvre. Très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas ça. C'est quand on se positionne, par exemple, sur une réforme, on a aidé l'État à faire une réforme et ensuite on fait de la mission privée. C'est quand même prendre un pas d'avance conséquent sur la concurrence. Ne dites pas l'État, ça rapporte rien, je sais pas quoi. Non, ça rapporte rien. Et Total a besoin de McKinsey. Face au Sénat quand L'Oréal a besoin de McKinsey. Les entreprises les plus efficaces de France ont besoin de McKinsey. Donc l'État, en fait, va perdre cette poche d'efficacité. Voilà, parce que elle va être. On peut avoir un regard critique, mais un regard ma conclusion n'est pas de ne plus jamais passer par des cabinets privés. Ça n'est pas ça. J'ai dit il y a eu deux erreurs le volume et la sélection d'un cabinet qui fait le volume. C'est quoi le bon volume, enfin? 1 milliard d'euros en 2021. 1 milliard. Volume. Oui, mais 1 milliard d'euros, tu le compares par rapport à quoi? Si tu le compares par rapport au budget de fonctionnement de l'État qui est à 400 milliards. Ça me paraît pas phénoménal quand même, non? 3 500 euros la journée, ça me paraît excessif. Plutôt plus faible que ce qui se pratique à l'étranger. Bon, c'est intéressant. Alors, aux États-Unis, certainement. Je savais pas qu'on allait faire une demi-heure avec ça, dis donc, les gars. Qui ne fonctionne pas magnifiquement non plus. Alors voilà, c'est ça le problème, quoi. C'est ça le problème, parce qu'on verrait des réformes extraordinaires émerger, mais... Pardon, moi je trouve que l'exemple qui est donné de la vaccination, qui est le fruit aussi d'intervenants extérieurs, je trouve que c'est un très bon exemple. Je n'ai jamais critiqué cela. J'ai dit qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Alors, est-ce que dans l'urgence, il n'y a pas eu la décision d'aller directement là où la compétence était présente? Un appel d'offres sur la vaccination, c'est pas possible. Sur l'application, on parle d'une application. Ah, tu es encore sur tous anti-Covid. Non, parce que sur l'organisation, parce que ce qu'a fait McKinsey, c'est l'organisation de l'opération de vaccination. Moi, j'ai parlé de absence d'appel d'offres sur l'application. Et là, il y a une phrase qui est un socle pour Bismart, prononcée par Léonidas Kalogeropoulos vas-y. il y a quelques mois. Est-ce qu'on a fait un appel d'offres pour les taxis de la Marne?
Absolument. Magnifique. Magnifique. Merci. Tu l'avais oublié. Non, mais c'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien dit. Bon les gars, en tout cas, je crois qu'on a. Est en danger, on y va. Je crois que tous les arguments. Merci, Jérôme. Tous les arguments ont été mis sur la table. Chacun peut se. Non, mais c'est ça. Je te dis, le Syntec, Mathieu Courtecuisse, il vient nous voir régulièrement, le patron de SIA Partners. C'est lui qui dirige le Syntec Conseil en ce moment. Et la conclusion, SIA s'était retiré d'ailleurs très précautionneusement, il y a un bon moment, de l'ensemble des missions d'État. Voilà, on ne touche pas à ça. Et c'est ce que vont faire l'ensemble des cabinets de conseil. Je pense que c'est dommage. Je pense pas, on verra. On verra. Et bien, on va marquer une pause là-dessus. On se retrouve dans un instant.